Donc on est ravis d'être avec vous pour parler production responsable. Je crois que c'est une grande première, donc vraiment ravis d'être avec vous sur ce sujet. La RSE aujourd'hui, c'est sur toutes les lèvres. Je crois qu'il n'y a plus besoin de dire et d'expliquer qu'il faut prendre en compte les impacts environnementaux et sociétaux d'une entreprise dans son business aujourd'hui. Voilà, on n'a plus le choix et c'est tant mieux. Donc ça inclut forcément tous les impacts et tous nos métiers du coup sont touchés. Ça inclut l'ensemble de la chaîne de valeur que nous avons en tant qu'agence et au niveau de l'ensemble de notre secteur. Et quand on se penche sur le sujet de ces impacts environnementaux et sociaux, dans les métiers justement des agences, le poids qui est le plus important, c'est l'impact environnemental des productions. Donc ça a vraiment un sens de parler de production responsable aujourd'hui. Si on revient un petit peu en arrière sur la production responsable, c'est pas très vieux en fait. On parle vraiment de ces sujets depuis 2018, donc c'est il y a 5-6 ans maximum. Et pourquoi 2018 ? Parce qu'il y a eu 3 choses qui ont été importantes. La première, c'est le programme FAIR de l'Union des marques, dont vous êtes beaucoup signataires dans cette salle, qui a commencé à parler en effet d'éco-production. La deuxième, c'est qu'on a commencé à faire vraiment des publicités plus responsables en production, et notamment par exemple chez Publicis, on avait fait le lancement de Garnier Bio en éco-production à l'époque. Et la troisième, c'est que là, à ACC, nous avons lancé le label RSE Agence Active, dans lequel il y a une grande part qui est dédiée justement à cette partie de responsabilité des métiers et notamment de la partie éco-production. Donc voilà, donc pas mal de choses qui se sont passées en 2018, mais pour autant, ça restait plutôt des one-shots. C'était pas vraiment encore un sujet. Aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que la production responsable est devenue un sujet et qu'on nous en parle de plus en plus, que ça soit de notre fait où on essaye d'embarquer certains de nos clients sur le sujet, enfin tous nos clients même sur le sujet, ou du fait, dans l'autre sens, de clients qui veulent maintenant avoir en effet une production plus responsable. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, qu'est-ce qu'on met derrière production responsable ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et pour ça, je me tourne vers toi, Pervenche. Nous, on va le faire façon table ronde. Je me tourne vers toi. EcoProd, vous avez été les précurseurs sur le sujet, très clairement. On s'est tous appuyés sur vos travaux hyper importants sur le sujet pour monter en expertise. Donc, pour toi, c'est quoi la production responsable, que certains appellent aussi éco-socio-production ? Merci beaucoup Caroline. Bonjour à toutes et à tous. EcoProd, déjà en un mot, c'est une association qui regroupe les différents acteurs du secteur audiovisuel pour les accompagner dans la transition environnementale. On parle ici de la production, pas de l'aspect éditorial notamment, on est vraiment sur l'aspect production, comme tu l'as dit en intro. Donc pour nous, une production éco-responsable au sein d'EcoProd, c'est vraiment le fait qu'on ne peut plus produire comme avant. C'est-à-dire qu'on est obligé de prendre en compte les enjeux à la fois sociétaux et environnementaux. C'est presque un changement de paradigme dans la façon d'appréhender la production à proprement parler. C'est-à-dire que chaque phase de la production doit être aussi observée au regard de son impact environnemental. Comme vous le savez, une production, ça reprend finalement un champ très large, c'est presque une mini-société. C'est-à-dire qu'on a aussi bien l'aspect décor, donc l'aspect matière première avec potentiellement le bois, l'aspect alimentation, la cantine, l'aspect numérique évidemment est essentiel, etc. Donc tous ces aspects doivent être pensés en prenant en compte l'impact environnemental pour les limiter. Donc ça demande évidemment une organisation, une expertise, enfin ça, on en reparlera de comment faire, et ce, dès la phase de prépa, le plus en amont possible, parce que c'est pas une fois sur le shooting ou sur le tournage qu'on va pouvoir se dire « Ah zut, on aurait dû y penser, finalement tout le monde arrive de très loin en avion et si on s'était mieux organisé, on aurait pu coordonner ça de façon un peu intelligente. » Voilà, donc c'est vraiment une vision systémique de la production en prenant en compte ces enjeux le plus tôt possible jusqu'à la phase jusqu'au prêt à livrer. Du coup, c'est une transformation en effet de fond en comble entre guillemets de la production. Ça veut dire notamment la création de nouveaux métiers. Donc Alison, toi tu es au cœur de ces sujets au quotidien. Raconte-nous en quoi ça a vraiment transformé la production. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, oui, chez Better Prod, on est une société de conseil en production audiovisuelle responsable. Et en effet, cette nouvelle problématique, qui n'en est pas une finalement, c'est une nouvelle façon de produire, a aussi amené
une valorisation et des nouveaux métiers, en fait, et des nouvelles méthodologies. Et donc, pour accompagner cette transition du secteur, il y a eu d'abord beaucoup, en effet, tu l'as dit, de choses qui se sont passées un peu de manière unitaire, à droite, à gauche. Et puis là, on sent quand même que depuis quelques années, c'est quand même en train de se structurer. C'est d'ailleurs pour ça que nous, on a décidé de fonder Better Prod, parce que on peut travailler indépendamment, mais on a besoin un peu d'être un peu plus structuré et d'avancer et d'avoir un vrai accompagnement du secteur. Donc ces nouveaux métiers, soit on a des personnes en interne, comme les écolides chez Publicis, chez Prodigious. Il y a certaines sociétés qui se structurent, qui ont un vrai service RSE et qui vont avoir des écolides, etc. Ou alors, on a des personnes indépendantes, ou comme nous, chez Better Prod, on a des impact managers qui vont venir aider et coordonner toute la partie éco-responsabilité sur un tournage. Éco-socio-responsabilité même, puisque on ne parle pas que d'environnemental, mais aussi de tous les aspects sociaux d'une campagne. Donc, on va se mettre en lien avec toutes les parties prenantes dès la création, et on va donc coordonner toute cette partie éco-responsabilité pendant la prépa, pendant le tournage, et aussi pour la collecte de données pour faire des bilans carbone. Donc, en effet, c'est des nouveaux métiers, c'est des nouvelles expertises, c'est des nouvelles prestations. Et donc, du coup, forcément, c'est une nouvelle valeur derrière qui est créée. Donc, on fait souvent le parallèle entre la transformation digitale et la transformation RSE, positive, on l'appelle comme on veut. Moi, j'ai remarqué, donc ça fait 10 ans maintenant qu'on fait ça chez Publicis, j'ai remarqué quand même une grosse différence de fond entre la transformation digitale et la transformation RSE aujourd'hui. C'est que la transformation digitale, il y avait un sujet de valeur, mais il n'y avait pas un sujet de se dire est-ce qu'on la paye ou pas, cette valeur. Besoin d'un UX designer, on va payer un UX designer. Sur la RSE, je ne sais pas, c'est bizarre, c'est un peu... j'ai toujours pas compris le pourquoi du comment. C'est comme si en fait cette valeur était intégrée. Comme si elle n'existe pas. Comme si, là ça fait partie de pas mal de discussions aujourd'hui, comme si la valeur de la nature, en fait, il n'y avait pas de valeur. Et donc ça, c'est un vrai sujet aujourd'hui qui touche tous ces métiers, notamment de la production et d'autres métiers. C'est comment est-ce qu'on le valorise. Moi, je vois, donc une fois encore chez Publicis, on a commencé vraiment toute cette transformation en production depuis 2018, donc ça fait un petit moment. On est monté en expertise, notamment grâce à EcoProd et d'autres. On a créé des process, des programmes, des outils de reporting, parce que qui dit RSE dit mesure, etc. On a fait plus de 1000 bilans carbone, par exemple. Mais pour autant, aujourd'hui, à chaque fois se pose la question de la valorisation de tout ça. Donc, je vais vous prendre un exemple très concret. Aujourd'hui, le sujet du bilan carbone est devenu assez central, puisque vous êtes sûrement au courant, à partir du 1er janvier 2024, l'ensemble des grandes entreprises doivent calculer leur fameux scope 3. Et tout ce qu'on fait, nous, en communication aujourd'hui, est partie intégrante du scope 3. Donc, bien entendu, la production, qui est une fois de plus un des gros enjeux dans nos métiers. Donc, bilan carbone, d'une certaine manière, obligatoire à faire. Nous, aujourd'hui, on a beaucoup de clients qui viennent nous voir et qui nous disent d'accord, ok, oui. Et puis nous, c'est hyper important parce qu'en effet, on doit l'intégrer dans notre scope 3. Vous rajoutez une ligne au budget de prod. Ok. Donc, en positif, en super positif, ça devient une norme. C'est génial. C'est intégré, ça veut dire que c'est un passage obligé. En négatif, il n'y a pas une demande d'aller chercher un budget supplémentaire pour ça. C'est intégré dans le budget de prod déjà actuel. Ce qui veut dire donc, et ça a été dit précédemment, que c'est un budget de prod imputé sur lequel après on va travailler pour faire réaliser au mieux la création. Et ça, pour le coup, une fois encore, moi, il va falloir m'expliquer pourquoi ce budget-là, en fait, n'existe pas. Pourquoi on ne se dit pas que c'est un budget nouveau à aller chercher, alors que c'est vraiment le cas. Et je ferai juste une aparté sur un sujet que certains doivent connaître aujourd'hui, j'espère même beaucoup. C'est la CSRD qui arrive à grands pas de nouveau à partir du 1er janvier 2024. Tout ce qu'on va faire ensemble pour avoir moins d'impact ensemble
sur la partie environnementale et sociale sera positif sur cette déclaration CSRD. Donc c'est dommage aujourd'hui de ne pas se donner les moyens de bien le faire et de donner une fois encore une valeur réellement à l'environnement. Toi, tu parles de coût de l'inaction, Pervenche. Oui, bon, il y a évidemment un coût de l'inaction qui est le coût environnemental. Ça paraît maintenant, je pense, à peu près acquis pour tous, mais il faut quand même le garder en tête, puisque c'est quand même ça aussi le sujet de fond derrière. Mais d'un point de vue de compétitivité, même, il y a un coût de ne pas se lancer, franchement, dans une stratégie d'adaptation de ces process, notamment en matière de production, pour limiter son impact environnemental. C'est sûr que sur certains marchés publics, il faut montrer qu'il y a un effort important qui a été fait et éventuellement présenter une preuve de labellisation, de certification, sur les marchés financiers aussi. Et puis, il y a aussi le fait que, de toute façon, la régulation, et tu l'as très bien rappelé, la régulation va dans ce sens. Donc, ne pas se préparer, ne pas s'adapter dès maintenant de façon assez, je dirais, volontaire, c'est finalement s'exposer à devoir subir cette régulation avec des coûts qui seront forcément plus importants, parce que c'est des habitudes qu'il faut changer de façon profonde. En tout cas, sur la partie à proprement parler production, je disais, c'est quand même presque un changement de paradigme, puisqu'il faut vraiment reconsidérer l'ensemble de la façon dont on produit. Donc, autant prendre d'emblée ces enjeux à bras-le-corps, structurer ces sociétés, ces boîtes de prod, ces agences, pour pouvoir vraiment mener à bien ces sujets. Et il y a un autre aspect qui, moi aussi, me semble important en termes de coût de l'inaction, c'est l'aspect marque employeur. C'est-à-dire que c'est aussi valorisant pour vos équipes de pouvoir dire bah oui, on est dans le coup, on suit, on a bien conscience qu'il faut s'y mettre à fond. Et finalement, ça peut aussi fédérer des études, donc des équipes, une émulation interne. Donc il y a presque un retour sur investissement. Je pense qu'il faut le voir de façon. On nous pose tout le temps la question des surcoûts. Faire de l'éco-production, ça coûte quand même plus cher. Il faut potentiellement payer un prestataire, des trajets en train plutôt qu'en avion, c'est souvent plus cher. Enfin, ce genre de remarques qu'on nous fait. En fait, derrière, il y a quand même un investissement. C'est beaucoup moins cher de le faire la deuxième fois, la troisième fois. Ça devient de moins en moins cher quand on a mis en place les process. Donc, allons-y. Moi, je voudrais rebondir aussi sur le coût. C'est vrai qu'on nous pose tout le temps la question combien ça coûte d'éco-socioproduire, est-ce que c'est plus cher, etc. En fait, plus on va anticiper cette démarche et moins ça va être un surcoût. En fait, toute la chaîne de production, et on parle de production, mais c'est aussi c'est dès la création, en fait. C'est vraiment dès le brief client, dès le brief agence qu'il faut penser toutes ces solutions. Et en fait, plus on va le penser en amont, moins ça va coûter cher parce que ça va déjà être intégré dans cette réflexion. Et comme tu le disais aussi très justement, c'est aussi des nouvelles méthodologies, des nouveaux process qu'on met en place. Ça coûte cher de le mettre en place parce que ça nous demande du temps de cerveau, du temps tout court. Ça demande de se mettre en lien et de sensibiliser, de former des équipes, en effet. Mais une fois que... Alors on espère, ça se fait doucement, mais une fois que tout le secteur sera acculturé et qu'on aura formé tous ces nouveaux métiers, soit aussi toutes les équipes en interne et qui se forment à ces nouveaux process, une fois que ce sera fait, ce sera plus à faire. On a juste des ajustements à continuer. Donc plus on s'y met en amont, et en effet, c'est de l'investissement. D'autres conseils ? D'autres conseils. Alors le conseil numéro 1, c'est évidemment l'anticipation. C'est vraiment le maître mot. On nous appelle encore quelquefois en nous disant on aimerait faire une éco-socioproduction, et ok, c'est quand votre tournage? Dans 2 semaines. C'est dur. Si vous avez déjà choisi votre destination, comment vous y allez, à combien de personnes vous y allez, etc., ça va être compliqué pour moi de faire autre chose que de mettre des gourdes et des fontaines à eau sur votre tournage. L'éco-production, c'est pas ça. C'est une réflexion bien en amont, de l'anticipation, pour justement essayer de changer les pratiques et les méthodologies et de penser autrement. On a toujours cette problématique aussi de récurrence, et dans cette façon de penser dont je parle. Et il y a des clients dans la salle, donc ça tombe très bien. Par exemple, tous les ans, on a cette histoire de crème solaire. On sait qu'on va avoir des briefs de crème solaire, et chaque année, ils tombent au mois de décembre pour être tournés au mois de février. Évidemment, c'est une évidence, ils vont devoir se tourner au soleil puisqu'on parle de crème solaire. Et donc au mois de février, il n'y aura pas de soleil ni à Marseille ni ailleurs, il va faire trop froid. Donc on sera obligé de partir au bout du monde. Donc je ne dis pas que c'est faisable demain, je dis qu'on
on sème des graines et on va essayer, peut-être dans 1 an, peut-être dans 2 ans, mais au moins on y pense maintenant, d'essayer de changer les façons de faire. Est-ce que c'est en faisant du reuse, de l'achat d'images? Est-ce que c'est penser la création un peu autrement? Tout ne repose pas sur la création, mais ça y participe vivement. Et en tout cas, c'est commencer dès maintenant à penser toutes ces nouvelles pratiques. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que vous pouvez faire pour une éco-production. Il y a plein de fiches métiers qui sont disponibles aujourd'hui. Mais en tout cas, oui, ça va beaucoup plus loin que mettre des gourdes sur une table. Donc ça, c'est les conseils du quotidien, et il y a le conseil aussi d'après. Vous avez été plus loin, vous avez créé le label qui est né il y a quelques mois, le label EcoProd. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur justement la labellisation des productions ? Oui, on a créé le label EcoProd parce que pour l'instant, la législation et la régulation met beaucoup l'accent sur l'aspect carbone. Donc c'est vrai que tout le monde s'est un peu plongé dans les bilans carbone. Il y a des calculatrices carbone, calculettes carbone pour faire le bilan d'une production. Mais finalement, on s'est rendu compte qu'on avait du mal à embarquer l'intégralité des équipes parce que avoir un bilan carbone, on a un chiffre, mais c'est pas encore complètement, je pense, dans tous les esprits de savoir à quoi correspond une tonne équivalent CO2, comment faire pour la réduire. Donc on se retrouve à la fin de son tournage avec un chiffre qui n'est pas forcément très parlant. D'où la nécessité de faire... Et puis en plus, le carbone, ce n'est pas l'ensemble de l'impact environnemental. D'où la nécessité d'aller un peu plus loin en ayant finalement ce label EcoProd, donc qui permet de certifier qu'une production a été produite de façon éco-responsable à partir d'une grille de critères tout à fait intelligible par, je dirais, la plupart des gens qui vont travailler sur une prod. C'est des critères qui vont de avez-vous formé vos équipes, avez-vous prévu de faire un bilan carbone prévisionnel, avez-vous fait un bilan carbone définitif, avez-vous réutilisé les décors, enfin vraiment il y a plein de critères très concrets qui prennent en compte l'ensemble des données de production, et en fonction des réponses on a un certain nombre de points qui permet d'avoir en fait l'éco-score de sa production, et en fonction du résultat on peut demander à être labellisé. Donc à ce moment-là il y a un audit qui est fait par AFNOR Certification. C'est pas EcoProd qui fait les audits, sinon toutes nos boîtes de prod adhérentes risqueraient, en tout cas, il y aurait une certaine suspicion sur l'impartialité, disons. Donc c'est AFNOR Certification qui fait les audits et qui peut ensuite délivrer le label EcoProd. C'est important parce que pour l'instant c'est plutôt un label, je dirais B2B, puisque c'est quand même un label sur la production, et évidemment en pub il faut faire attention à ne pas donner l'impression que c'est une production éco-responsable qui concernerait le produit dont on fait la publicité. Donc c'est plutôt pour l'instant un enjeu très B2B pour vis-à-vis de son client, etc. Ça deviendra peut-être un peu plus B2C peu à peu. On voit que ça devient dans le secteur cinématographique un enjeu un peu plus B2C. Parce qu'évidemment ce label fonctionne pour la pub, mais aussi pour les longs métrages, les séries. On a déjà quelques publicités et longs métrages labellisés. Justement, des exemples concrets de publicités qui ont été labellisées. Exactement. Je n'ai pas d'action chez EcoProd, mais je pense que je suis une de leurs meilleures ambassadrices. En fait, on adore cette grille de labels parce que enfin, ça a donné à tout l'audiovisuel une grille référentielle de ce qu'est une prod éco-responsable aujourd'hui, et on n'en avait pas, on en manquait, vous nous le demandiez. Donc voilà, ça y est, on a enfin des critères. Nous, on a pu accompagner 2 publicités aujourd'hui, et on en a d'autres qui arrivent. En tout cas, on en a une qui a été chez LG avec le label Pionnier. Donc là, on a un peu éprouvé le système et on a testé, mais ça a très bien fonctionné avec Tout le monde aime les pingouins en société de production. Parce que évidemment, nous, on aide à la coordination de ce label, mais on fait pas tout. C'est la prod qui fait la majeure partie du travail. Et le dernier en date qui a eu vraiment le label EcoProd, et d'ailleurs on est très fiers puisqu'on a eu les 3 étoiles, on est la première publicité à avoir eu les 3 étoiles, c'est pour l'ADEME. C'est une communication qui est sortie, c'est une campagne qui est sortie il y a 2 jours, vous en avez peut-être un peu entendu parler, ça a fait pas mal de bruit. Non seulement la publicité est plutôt drôle et ambitieuse et très bien faite, mais en plus, on l'a éco-socioproduite, évidemment. Ça semblait une évidence pour l'ADEME, mais on a super bien réussi le challenge, donc on est très contents. Et en fait, donc pour suivre cette grille, c'est une grille de critères que l'on va suivre avec un barème de points, et en fait, ça aide vraiment toute l'équipe à se mettre en ordre de marche parce que ça donne une directive, il y a des obligations et ça peut même créer un peu de gaming, c'est-à-dire que comme tous les
postes, les départements sont concernés en production, chacun sait que tout le monde doit faire un effort et donc chacun essaye un peu de gagner des points. Donc c'est pas l'objet en soi, mais on voit que voilà, ça crée une émulation complètement grâce à cette grille de labels. Et en plus, derrière, ça va venir certifier la démarche et ça vient appuyer les résultats de chacun et les efforts de chacun. C'est-à-dire que quand on se met en lien avec toute une équipe de prod en amont, qu'on demande à chacun de faire des efforts, et quand on dit en amont, c'est aussi à la création, hein, il y a aussi quelques critères sur la création, des critères sur les bureaux de production, des critères sur le tournage en lui-même et sur la post-production. Donc c'est vraiment l'ensemble de la campagne qui va être amené à améliorer ces solutions et à produire de manière plus vertueuse. Donc voilà, on a en fait à la fin un score et quand il est positif, tout le monde est assez content d'avoir participé à cette production. Ce label, ça a forcément, qui le fait de façon très concrète et donc forcément ça a un coût aussi. Oui, alors ça a un coût. Déjà le label en lui-même a un coût puisque c'est une certification donc avec un auditeur AFNOR, etc. Et nous, si on l'accompagne, ça a un coût d'accompagnement et de conseil, évidemment. En général, aujourd'hui, c'est l'annonceur qui le prend en charge parce que ça va être à des fins de communication. On l'a dit, c'est du B2B majoritairement, mais c'est vrai que quand on met en valeur, quand on communique sur un produit responsable, ça vaut le coup d'accorder le fond et la forme. C'est ce que vous avez commencé par faire avec les Garnier en 2018 et on continue comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que les produits responsables qui doivent faire de l'éco-production, hein, mais en tout cas, ça permet de commencer, d'avoir un bon premier pas. Et voilà, j'ai oublié la question, dis donc. Le coût, donc oui, le coût aujourd'hui, c'est plus l'annonceur. Et qui va mettre en place le label, c'est une grosse partie la production, l'agence et la production, parce qu'il y a beaucoup de solutions à mettre en place et aussi des justificatifs à collecter, un bon nombre de justificatifs. Donc je vous conseille d'anticiper là aussi. Ne vous dites pas à la fin de votre campagne, et si on se faisait labelliser ? C'est faisable si vous avez déjà bien fait les choses, mais ça va être beaucoup plus complexe. Donc encore une fois, une question d'anticipation, ce sera notre conseil de la journée. Et donc derrière tout ça, du temps passé, moi j'ai envie de conclure forcément, en plus on me fait signe, donc, en disant que quelque part pour bien faire les choses en production responsable, on peut se dire qu'en amont, on a le label RSE Agence Active de l'AACC et de l'AFNOR qui certifie que le partenaire avec qui vous travaillez, l'agence avec qui vous travaillez, sait faire de la production responsable. Et puis en aval, on peut aller jusqu'au label d'EcoProd qui certifie que la production que vous avez faite est responsable en tout point. Merci. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, il y en a une. Bonjour. J'avais une question en termes de type de production et sans parler de label ou de mise en place assez profonde. Est-ce que, par exemple, la production qu'on présentait juste avant AdScale ou l'intelligence artificielle ou la mise en place d'une Content Factory peut, de manière induite, répondre à ces problématiques de RSE sans du coup une grande anticipation, puisque c'est un système que l'on met en place bien en amont, c'est-à-dire la Content Factory, la mutualisation des studios, la mutualisation de la production, des assets, la déclinaison, et donc du coup répond à cette problématique RSE sans induire de coûts, du moins de coûts directs, et sans grande anticipation. En fait, pour conclure, ma question c'est, est-ce qu'il y a un type de production qui peut répondre à ce besoin sans être dans de la normalisation ou du label? Je vais répondre puis... tout type de production mérite quand même réflexion sur le sujet de la responsabilité. Forcément, si vous faites des productions dans un studio qui est lui-même à la base pensé de façon responsable, donc avec de l'énergie verte par exemple, avec tout ce qui concerne que l'ensemble des outils, des machines entre guillemets soient plus durables, que le set soit plus durable, qu'on travaille avec des partenaires pour recycler, etc. Si par défaut le studio dans lequel vous shootez
est responsable, a potentiellement aussi des labellisations, il y en a sur ce sujet. Déjà, il y a en effet moins de choses supplémentaires à mettre en place, mais ça n'empêche pas que ça nécessite quand même une réflexion en amont avec la création et vérifier qu'on a bien coché toutes les cases. Sur le reste, il y a par défaut des choses qui peuvent être mises en place, mais ça nécessitera de toute façon une personnalisation pour être plus responsable. Et donc un coût. Oui, je suis assez d'accord. Et puis si aussi on parle aussi en termes d'organisation, de management ou d'équipe. Effectivement, ce qui est acquis comme réflexe par une partie des équipes peut être répercuté dans un même studio d'un tournage à l'autre. Ce qui est assez bien en éco-socioproduction, c'est qu'on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup de choses qui sont du bon sens. Donc il y a beaucoup de choses que vous ou vos équipes faites déjà, en effet. Donc on va juste les valoriser et parfois pousser le curseur un peu plus loin. On insiste, nous aussi, sur une démarche pérenne. Alors parfois, pour des gros projets, évidemment sur l'ADEME, on n'a pas le choix et on y va. Et là, on travaille sur tout le sujet en même temps et on va faire en sorte que cette prod soit à 90,7% responsable. Pas à 100%, mais presque. Mais il y a aussi plein d'autres sujets où la réflexion, elle n'est pas dans une recherche de label ou quoi que ce soit, mais juste, en effet, avoir une réflexion. Mutualiser en studio, en effet, ça va être une méthodologie de production qui va moins induire d'impact environnemental si on a de l'énergie verte, etc., etc. En revanche, si dans ces studios, vous faites venir 30 égéries en avion du bout du monde, bah là, forcément, votre tournage, il va pas être éco-responsable. Donc voilà, c'est pour ça que tout type de projet mérite une réflexion, mais en effet, il y a des typologies de projets qui sont moins énergivores que d'autres. J'avais une question par rapport à l'envoi des devis. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes dans la capacité, dans les devis, de communiquer un bilan carbone au client, ou c'est au client de vous demander dans le devis un bilan carbone ? Alors, ce serait mentir que de dire qu'on est dans des réflexes à 100% aujourd'hui. On ne l'est pas encore. Donc, c'est toujours mieux quand les deux se rencontrent, quand à la fois il y a une demande de l'agence et à la fois il y a une demande du client pour pouvoir estimer en amont, souvent pendant les pitchs, un bilan carbone en effet. Je vais rebondir aussi là-dessus parce que ça me fait penser aussi concernant les coûts plus globaux. On parle de bilan carbone, mais aussi de temps passé et de lignes, de nouvelles lignes sur les devis. Il y a le coût de l'accompagnement parfois, mais il ne faut pas oublier aussi le coût des solutions responsables qui vont être mises en place. Aujourd'hui, produire responsable, ça coûte un peu plus cher. Louer des véhicules électriques, ça coûte un peu plus cher. Avoir des hôtels labellisés, ça coûte un peu plus cher. Ça ne veut pas dire que ça le sera toujours, mais en tout cas, aujourd'hui, oui, ce sont des lignes qui apparaissent au devis et c'est normal. Après, on espère que ça va un peu se normaliser aussi et donc ce ne sera plus des surcoûts, mais juste devenu des coûts de prod classiques. C'est ça, le côté volume. Plus vous serez nombreux à demander des productions éco-sociaux produites, plus en effet l'histoire de volume va faire que ce qui est un peu plus cher aujourd'hui deviendra moins demain. C'est assez basique.